Alexandra Green-Krug, vous êtes la fille de Onésime Green-Krug, qui était un producteur de films, qui est venu de Russie. On connaît très peu sur lui et sur sa famille. On sait qu'il était un collègue de Loukachevitch. Ces deux personnes avaient une société qui s'appelait Imperial Film et la Sédif. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose sur cette famille Green-Krug qui est venue de Russie? On peut commencer par le début. La mère de mon père, donc ma grand-mère que vous voyez sur cette photo, était fille d'un banquier très connu qui a installé la première banque à l'extérieur de la Russie, en Iran. Et elle a épousé Green-Krug, qui était un militaire qui a fait une grande carrière comme médecin dans l'armée russe et a été honoré par le tsar et a reçu le titre de Fon. Donc ça, c'est Anna et Alexandre von Green-Krug. Ils ont eu 4 fils. 2 ont émigré à la Révolution russe et 2 sont restés en Russie. Lyova, qui s'est occupée de cinéma, de Moskfilm plus tard, disait « Bon, on ne vit pas très bien en Russie, mais c'est mon pays et je veux mourir ici. » Il avait une grande histoire d'amour avec Lily Brick, qui était l'égérie de Mayakovsky, et c'était un ménage à 3. Il part de ce côté du monde libre, à l'époque, entre guillemets, et il fait carrière dans le cinéma en Russie. Il faisait venir tous les films français que les Russes pouvaient voir à l'époque. Vous pouvez vous imaginer, pas beaucoup de films passaient la censure. Onésime, Nika, qu'on appelait. Votre père? Mon père était le plus jeune. Il est assis sur les genoux de son papa. Et lui et son frère Michel ont émigré dans les pays capitalistes, disons. Et ils sont allés à Berlin. Mon père avait un peu d'argent parce qu'il avait une gouvernante qui lui a cousu de l'argent dans la doublure de son manteau et des bijoux. Et il a pu vivre assez aisément en arrivant, contrairement à d'autres émigrés comme Loukachevitch qui n'avaient pas d'argent au départ et qui étaient ce qu'on appelle un self-made man. Ensemble, ils formaient des amis très astucieux. Mon père présentait très bien, il était très distingué, et Loukachevitch avait le génie. Ils ont eu un peu d'argent, Luka, qu'il a su gagner avec des vieux pneus ou revendre. En Russie ou Non, à Berlin. À Berlin. Mon père venait de Moscou, via Heidelberg. Il était né à Smolensk, mais il a fait toutes ses études et ils ont vécu à Moscou. Donc c'était une rare famille juive qui avait accès et avait la possibilité de vivre dans une grande ville comme Moscou, où d'autres ont habité aussi à Saint-Pétersbourg, mais d'habitude, les Juifs venaient d'une petite ville. Et ça faisait partie des grandes familles juives moscovites. D'ailleurs, maintenant, il y a une exposition sur la Place Rouge avec les photos des capitalistes d'avant la Révolution, et la famille de mon père, Schmeilkin, Green-Krug, figure dans cette exposition en ce moment, en 2013. Par exemple, on ne parlait pas le yiddish à la maison. C'était considéré, ça c'était pour les juifs des petites shtetl. Ouais. Et à Moscou et dans les grandes villes, on était russe. Et si on était en Russie, il fallait parler le russe et être plus russe que les Russes. Mais pas aux yeux des Russes. Mes parents ont connu
n'ont pas connu les économiquement. pogroms parce que c'était dans les petites villes, Ouais. mais il y avait de l'antisémitisme dans les universités, dans les grandes villes. Mon mari était le fils du président de la Paramount. Et eux, ils étaient des juifs russes qui avaient émigré au 19e, à la fin du 19e et qui avaient fui effectivement les pogroms. Ils n'avaient rien en commun avec mes parents parce qu'ils ne parlaient pas le russe, parce qu'ils étaient déjà de 3e génération ou 2e. Et donc c'était une autre émigration, comme il y avait beaucoup de producteurs en Amérique qui étaient d'origine russe, mais qui n'avaient rien à voir avec cette émigration qui étaient des Russes blancs. C'était des Russes qui avaient fui le bolchevisme en 1917. Et mon père est passé donc par Berlin. À Berlin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent. Ils se rencontrent et ils rentrent dans le milieu cinématographique de l'époque. Alors je ne sais pas si c'est là qu'ils ont connu Nebenzahl, Garanowski, toute cette clique d'émigrés. Il y avait déjà un groupe d'émigrés juifs qui étaient dans le cinéma à Berlin et qui se sont dispersés par la suite. Il y avait Siodmak, il y avait... Trivas, peut-être, à Berlin Trivas aussi? aussi, oui, bien sûr. Je pense sûr. qu'il est passé oui, par Berlin. Mais il écrivait, il dessinait. Sa femme voulait absolument qu'il devienne écrivain. Et elle a poussé peut-être dans une direction où il n'a pas vraiment excellé. Il aurait été un décorateur extraordinaire. Et il avait un grand talent d'artiste. Et on disait toujours que Maria, sa femme, pour le prestige, le poussait dans une carrière qui était un peu plus difficile pour lui. Quand est-ce qu'il quitte Berlin? En 1929. Berlin, ils ont fui le début de l'arrivée de Hitler et ils sont arrivés à Paris. Et de nouveau, ils ont recommencé une nouvelle vie avec brio et avec beaucoup d'aisance. Ils parlaient le français, ils avaient parlé très bien l'allemand. Ils ont de l'argent de mon père, surtout, qui en avait davantage que Luca. Et ils forment une société, la Cédif, 12 rue du Lubeck. C'était les bureaux de mon père. Et ma mère n'osait pas se pointer sans prévenir. Ma mère disait « Jamais je venais au bureau de mon mari sans prévenir. » Il avait toujours peur qu'il était avec une petite actrice et qu'il fallait prévenir avant son arrivée. Mon père s'occupait des finances parce qu'il était fils de banquier et il comprenait très bien comment gérer l'argent et il avait toute la partie industrielle du film. Mon père était un homme charmant et un gentleman. Il était très modeste et il n'aimait pas tellement les acteurs qu'il trouvait que il se croyait qu'il fallait tout le temps les inviter, les faire paraître. Et il avait son groupe d'amis plutôt russes. Et une fois sorti du bureau, le cinéma ne l'intéressait pas. Voilà. Tandis que Luca continuait à être avec les acteurs, rencontrer des gens qui le flattaient. Ossia était un homme qui n'avait pas de culture. Il n'avait pas fait d'école, il n'était pas passé par une université, donc il avait une culture primaire. Mais il avait une grande intelligence et il captait tout ce qui pouvait être intéressant et qui l'intéressait. Et il a su choisir plus tard et les acteurs et les metteurs en scène. Et il avait un contact, il savait très bien raconter une histoire, il savait très bien faire parler les gens, ce qui est aussi un don en soi, de pouvoir extorquer, si je veux dire, le plus profond de quelqu'un et savoir écouter. Et ça, Ossia
Joseph Lukasiewicz, avait ce talent, à telle enseigne que Jouvet, qui était un homme de grande culture, et à l'époque plus tard, en France, comme on sait, est devenu un mythe. Achille allait 7 rue Chalgrin. 7. Si on vous demande qui vous êtes, vous direz que vous venez de la part de M. Van Hausen. Venait chez Lukasiewicz, et uniquement chez Lukasiewicz, pour lui poser des questions. Est-ce que je devrais faire ce film? Est-ce que ça serait bien pour moi? Il lui demandait conseil dans sa vie privée. Et Ossia jouissait de ce prestige qu'on pouvait venir lui demander des conseils. L'Herbier qui raconte qu'il était extrêmement généreux. Il était très intelligent, il savait quand il fallait être généreux quand et à qui il fallait le devenir. Parce que dans sa vie privée, il ne l'était pas et il pouvait être très, même petit, avec les acteurs qu'il voulait séduire ou qu'il voulait, ou l'herbier qui était important pour lui à une époque, il savait être généreux. Avec une femme qui le déplaisait, avec qui il n'avait plus d'histoire d'amour, il pouvait être excessivement mesquin. Alors c'est un personnage à double face, comme beaucoup de gens le sont. Il y a une histoire avec Mireille Balin, qui était très intéressante et très amusante et qui m'avait marquée parce que Mireille Balin voulait se faire épouser par Ossia. Je crois que si vous pouviez me chanter vers 2 heures du matin, entre le nègre et le guitariste, 2 ou 3 romances napolitaines, ça serait une attraction comme une autre. Puis avec votre nom. Je n'ai plus de nom. Maintenant, je m'appelle Marine. Marini. Marine. Bah, tant pis. Puisque vous voulez réparer, je crois que c'est le seul service que vous puissiez me rendre. Ossia voulait bien la garder comme petite amie, mais épouser, ça c'était une autre affaire. Alors il se promenait un jour sur le pont Alexandre III, il traversait le pont, et Mireille a dit « Mais pourquoi vous ne m'épousez pas? Je ne peux pas rester comme ça avec vous, vous devez m'épouser. » Et elle avait la réputation d'être... comme on dit en anglais, un peu gold digger, comme une femme assez intéressée. Et elle portait un énorme brillant que lui avait donné son amant ou son mari précédent. Alors Ossia, qui était très malin, pour moi, ça dépicte le caractère. Il a dit, bon, écoutez, moi je veux bien vous épouser, mais je ne peux pas supporter que vous portiez cette bague qui vous a été donnée par quelqu'un d'autre. Si vous le jetez dans la Seine, je vous épouse. Et là, tout d'un coup, elle a hésité. Est-ce qu'elle enlève cet énorme brillant et le jette dans la Seine pour épouser Lukasiewicz? Le résultat, c'est qu'elle ne l'a pas fait et que Lukasiewicz ne l'a pas épousée. En France, ils ont fait des films tels que le film phare, c'était Hôtel du Nord, mais ils ont fait Remorque, L'Épervier. Ils se connaissaient tous, Émile Nathan, Joseph Kessel. C'était un groupe d'émigrés, un noyau, qu'ils avaient quelque chose en commun, ne serait-ce que la fuite du nazisme. Oui, Alexandra, vous pouvez parler un peu des actrices des films produits par cette équipe dans les années 30. Annabella, Nathalie Palais. Qui était russe, qui était la nièce du tsar et qui avait plus tard épousé le couturier Lucien Lelong. Son neveu était Michel Romanoff, qui ensuite a épousé Annabella. Ils ont vécu à Biarritz. Il y a Annabella surtout dans les années 30. Et elle était mariée avec Jean Murat, je pense. On l'aimait beaucoup dans la famille et qu'elle était persona grata quand elle venait, que c'était quelqu'un de très charmant et qui a gardé l'amitié de tout le monde.
Quand elle a eu déjà une carrière et qu'elle pouvait se permettre, elle faisait imprimer chez Hermès des petits portefeuilles. Et en voilà un qui est adressé à mon père. Bonne chance, Annabella. Ça, c'est Nan Germont et Itzita Pertzel et Eliachev. Itzita était la compagne de Granovsky, du grand Granovsky. Et ensuite, elle a épousé Loukachevitch, parce que Loukachevitch était impressionné qu'il pouvait séduire quelqu'un qui avait appartenu, entre guillemets, au grand Granovsky. Ça, c'est Nan Germont, qui ensuite a épousé Morskoy, qui était dans le cinéma. Et ça, c'est Eliachev, qui a épousé plus tard François Giroud, et qui est le père de Caroline Eliachev, et donc le beau-père, s'il était vivant, de Marine Karmitz. Tino Rossi, Osso, ma mère, Nika Greenkrug, son mari, Gabin. Ça, je ne sais pas si c'est pas Viviane Romance ou ça, c'est Gabi Morlaix, Eliachev et Loukachevitch. C'était chez Monseigneur, ou un cabaret russe de l'époque. J'ai connu l'époque de l'Exode, je me rappelle par bribes. Et nous avons fui dans la voiture et il y avait Loukachevitch. Nous sommes allés à Salis de Béarn pendant quelque temps, où nous avons pu fuir la milice. La fin des années 30, ils partent. Ils partent Ils quittent la France, comme la France. Beaucoup ils font un d'autres. séjour au Portugal. Ils attendent leur visa. Quand ils le reçoivent, ils partent avec un des derniers bateaux qui s'appelait le Nea Hellas, dont j'ai les photos et la liste des passagers. Et le bateau partait pour New York. Et c'était pas facile d'aller à New York parce que il fallait mettre un dépôt de $5 000 à l'époque, qui représentait beaucoup d'argent par personne. Il faisait beaucoup de difficultés pour les émigrés. Il les mettait à Ellis Island quand ils arrivaient, et mon père avait la chance d'avoir suffisamment d'argent, ce qui lui a facilité son visa et son entrée en Amérique, et il n'a pas dû passer par Ellis Island. Donc il a payé $5 000 par personne, et nous étions nombreux. Il y avait la sœur de ma mère, moi, lui, il y avait mon oncle Michel Greenkrug. On était 5 ou 6 membres qui ont émigré en même temps. Et Ossia avait sa sœur, il avait Nalpas pour qui il avait payé l'entrée aux États-Unis, qui était une chose peu facile. Franklin Roosevelt n'était pas pour ces émigrés juifs. Il avait même renvoyé un bateau, hélas, rempli de gens qui voulaient émigrer aux États-Unis. Et c'est Eleanor Roosevelt qui a permis d'ouvrir les portes davantage. Elle était une femme formidable et qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire américaine. On lui doit beaucoup. Et Nalpas faisait partie de votre entourage était un aussi? jeune marié à l'époque. Oui, Albert Nalpas avait peut-être 28 ans, 29 ans. Pour moi, c'était il me paraissait très beau et très français. Je pensais que c'était le seul vrai français qui parlait le français sans accent. Il était marié avec la plus jeune sœur de Loukachevitch. Et Loukachevitch n'était pas du tout content, parce qu'il a dû entretenir Nalpas et sa sœur pendant de nombreuses années, et leur fille Katia. Il dénigrait un petit peu Nalpas, parce qu'il ne le trouvait pas encore assez arrivé. Il voulait que sa jolie sœur épouse quelqu'un de plus connu. Voilà. Mais Nalpas, ensuite, s'est avéré très talentueux. Et tout ce qu'il faisait à la perfection. Le editing,
les films, et il est devenu peintre, et il faisait de très très bons tableaux. Voilà. Comme vous. Je trouve encore mieux. Vous faites des beaux tableaux, c'est magnifique. Il faisait de très beaux tableaux. Il était très précis dans ses gestes, et tout ce qu'il faisait, c'était... Il n'y avait pas de laisser-aller, il y avait peut-être moins d'imagination. C'était parfait ce qu'il faisait. Donc New York, vous êtes resté combien de temps à New York? Très peu de temps. Ouais. Peut-être à peine 1 an. Et nous sommes tout de suite descendus sur le Wild West, comme on dit. À Hollywood? Oui. Et vous avez vécu combien de temps là-bas? 9 ans. 9 ans. Et qu'est-ce qu'ont fait ces personnes-là à Hollywood? Ils ont fait 2 ou 3 films. La plupart des gens qui arrivaient en Amérique faisaient fortune. L'Amérique était connue comme un gold rush. Mais mon père et même Ossia, plutôt, ils ont perdu de l'argent là-bas. D'abord, ils ont fait un film qui est de Steinbeck, écrit par Steinbeck, qui s'appelait Pony Express. Alors, la banque donnait un tiers ou la moitié de la somme pour produire le film. Et puis, Ossia et Nika, Green Krug, on l'appelait Nika, et ont fourni le reste de l'argent. Et puis, à la dernière minute, la banque a retiré ses fonds, a dit non, ça ne nous intéresse pas. Et donc, ils ont perdu leur mise, ils ne pouvaient pas le financer à 100%. Et puis, ils ont fait l'aveu, qui s'appelait Summer Storm, avec Linda Darnell et George Sanders. Et puis, ils ont fait le dernier de la Légion. Et ça, je pense, c'était avec Charles Boyer, The Last of the First Legion. Alexandra, je peux vous demander de dire quelques mots sur Oudsep? Pour moi, c'était presque un oncle, c'était un homme charmant, parce qu'ils étaient presque tous les jours à la maison, on se voyait tous les jours à Hollywood, parce qu'ils habitaient en face. Il n'était pas beau du tout, je le trouvais très laid, et en même temps tellement sympathique, et tellement gentil, et tellement charmant. Quelqu'un comme Milakovski. Milakovski. La seule chose que je me rappelle vraiment de lui, d'abord, il était très bel homme, mais il était marié avec une femme superbe qui était russe et qui s'appelait Olala. Alors, avoir un nom comme Olala, ça m'avait beaucoup frappé. Mais il faisait partie de ce monde émigré provisoirement en Amérique. Et eux, ils sont restés en Amérique et il est mort aussi assez jeune. Ermoliev était très connu, venait chez nous comme Ratov, Gregory Ratov, il y avait Ermoliev, il y avait Hakim Tamirov, il y avait beaucoup d'acteurs et de gens de cinéma qui avaient même émigré dans les années 30, avant le fléau nazi. Il y avait le groupe allemand qui avait émigré de Berlin. Il y avait Hans Jacobi, que j'aimais beaucoup, parce qu'il faisait attention à moi. Il y avait Hans Wilhelm, dont l'épouse ensuite a épousé un Kessel, Rabinovitch, Grisha, sa femme, avec qui ma mère était très amie. Harold était plus âgé que moi, mais il est de ma génération. Il était dans les Marines en Amérique et il donnait des leçons d'anglais à mon père. Et il venait à la maison, il était en uniforme, il était très beau. Et moi, j'avais 5-6 ans, j'étais amoureuse de lui. C'est Jean Lévi-Strauss. Il a émigré, donc mon père m'amenait toujours au Players. Et le Players, c'était sur le Sunset Strip. C'était le Fouquet's, l'équivalent du Fouquet's, où tous les cinéastes européens avaient rendez-vous. C'était en bas du Château Marmont, qui était aussi très à la mode. Et il y a un autre nom dont on avait parlé, c'est Romain Pinès. Oui, Romain Pinès était le meilleur ami de mon père. Romain était venu de Minsk ou de Pinsk. Il était d'une petite ville russe et sa famille était très aisée et il a fait des études très poussées à Heidelberg.
Et quand mon père, qui était plus jeune, est arrivé à Heidelberg, dans les collèges allemands, dans les universités, il y avait un qui devenait un Dozent. On appelait cela, ça veut dire qui le dirigeait et qui était presque, mon père était presque son valet de chambre. Il le tutoyait toute sa vie et mon père vous voyait Pinès. Donc c'est resté depuis les jours d'université. Et Pinès était un petit homme excessivement élégant. Je dois dire que c'est l'homme le plus élégant que j'ai connu. Et il était tout petit et il n'était pas beau du tout. Il portait un monocle et il n'avait pas beaucoup de cheveux. Il dormait avec un filet pour garder le peu de cheveux qu'il avait. Pinès était un vrai caractère, dans le sens anglais du terme. Il jouait beaucoup aux courses. Et il avait un roman avec Viviane Romance, comme le nom l'indique. Il était très coureur, il venait chez nous et dès qu'il y avait une domestique encore jeune qui venait de Bretagne et qui était fraîche et jolie, il partait dans la cuisine. On disait « Non, Romain, revenez à table, on vous a invité, restez dans la salle à manger ». J'avais mes préférés, n'est-ce pas, à la maison. Il y avait Jean-Pierre Aumont, il y avait Maria Montez, il y avait Joseph Kessel qui était de passage, ou les Alkines qui étaient de passage parce qu'ils habitaient. Ils n'avaient pas le droit de vivre en Amérique, ils étaient au Mexique. Michel Morgan évitait un petit peu ce cercle trop fermé et voulait s'intégrer à la société américaine. If you'll excuse me, I'll let you go on with your business. Oh, good night, Mr. Johnson. Good night, Miss Roman. It was nice meeting you. Thank you. Kessel faisait partie de... Il était un ami de mon père, il était russe. Son frère, Georges, était un des meilleurs amis de mon père. Et alors, mon père, il jouait aux cartes. Et le soir, il venait, il jouait aux cartes. Et la salle était enfumée, ça tapait dur. Il y avait Nebensal, il y avait mon père, il y avait Georges Kessel. Et le matin, je devais me lever tôt pour aller à l'école. Et qu'est-ce que je vois? Ils sont là. Et je me suis exclamée, « Mais vous êtes déjà là ?» Ils disent non, nous sommes encore là. Et c'était la vie à Hollywood. Vous habitiez où à Hollywood? À Beverly Hills, et puis on a habité sur un ranch dans la San Fernando Valley, et où tout le monde venait parce qu'ils pouvaient coucher là-bas, et c'était un rendez-vous de week-end. Et après, nous avons habité à Westwood. Comme ça, on a vécu dans 3, 4, 5 différentes maisons. Le retour après 9 ans, donc... Alors là, il y avait des petits accros, parce que Ossia a dit « Moi, je rentre et je veux voir où en est la Sédif », parce que c'est Eliachev qui s'en occupait. Donc Ossia est retourné pour contrôler davantage et voir ce qui a été fait. Et les films ont été placés, je pense que c'est sous l'égide de Morgenstern, qui était leur comptable ou leur homme à tout faire, qui était un homme très très honnête et qui a très très bien, et je pense qu'il a géré ce qui restait. Et je pense qu'il a même su racheter des films. Et par la suite, tout a été vendu à Morgenstern, dont la fille a épousé Truffaut, Madeleine Truffaut, qui est charmante. Et c'était des gens très bien. Mais le seul greffe qu'il y a eu, et mon père et Luca, mon père était fâché contre Luca parce qu'il lui a fait signer des papiers en rentrant en Amérique en disant « Tu peux signer ça, on n'a plus besoin de ça, ce film n'existe plus ». Il lui a montré
un aspect de la Cédif et d'Imperial Film qui ont fait que mon père a dit « bon, d'accord, alors il faut que je renonce ». Et il a signé des papiers à son détriment financier. Et donc, quand il est rentré en France, 9 ans plus tard, il a vu que ce qu'il a signé, il n'aurait pas dû signer. Et ça, c'était sous les auspices de Loukachevitch. Et il y a eu un froid pendant 1 an. Et Luka en a beaucoup souffert parce que c'était sa seule, entre guillemets, famille qu'il avait, était la famille Green-Krug à Hollywood. C'était un homme déjà très malade. Et le docteur lui avait prédit qu'il n'aurait que 6 mois à vivre. Et quand il a dit à Nika et à ma mère, « Vous savez, vous devez me pardonner, je n'ai plus que 6 mois à vivre. » Alors là, on l'a repris dans le bercail familial. Et on est restés amis encore 5-6 ans parce qu'il a vécu plus longtemps que ce que le docteur lui avait prédit. Après 9 ans, mon père pensait qu'il pouvait rétablir la Cédif et Imperial Film. Les bureaux étaient encore intacts. Vous êtes revenu en quelle année alors? Ça devait être l'année 50 ou 49. Et sans Loukachevitch? Luka est resté sur place. Il s'était déjà fait, il était malade, il était respecté aussi là-bas. Il venait à Paris 1 fois par an. Et on voyageait avec lui. Il m'avait amené en Italie avec son fils qui avait déjà 12 ans, 13 ans, et à qui Jouvet donnait des leçons de français. Alors maintenant, Sacha parle avec un accent abominable et un franglais. Et il dit à tout le monde, c'est Jouvet qui me l'a appris à parler le français. J'ai dit, Sacha, ne dis pas cela parce que tu détruis la réputation de Jouvet. C'est pas un compliment que tu fais à Jouvet. On était tous des Européens et c'est ça qui nous réunissait. Et une fois qu'on était en Europe, on n'avait rien à voir avec le cinéma allemand, on n'avait rien à voir avec les Anglais, on n'avait rien à voir avec les autres. Mais à cette époque où on avait fui le même danger, on était frères et sœurs.